Merci. Je vous remercie d'être présent à ma communication. Je ne sais pas pourquoi nous sommes si peu nombreux. Est-ce la maladie? Est-ce le sujet que je vais aborder avec vous? Ou est-ce le fait que... Non, alors, vous me savez, enfin je pense que ceux qui me connaissent bien savent que je suis un... Il n'y a aucune vantardise dans un moins puriste. Après m'être lu ce matin, je me suis aperçu que dès ma première phrase, il y avait un terme que je veux employer et je voudrais qu'on s'attarde 2 secondes là-dessus pour savoir s'il est correct. Vous allez tout de suite comprendre. 2 villes belges de carnaval, 2 villes de déguisement, d'artifices et de masques, 2 villes de mirages habilement fabriqués de toutes pièces, balisent l'existence chaotique de Gérard Prévost. Alors, le terme n'est pas bon. Hein. Non. Voilà. C'est ce que je me suis dit. Je sais pourquoi je l'ai noté. Qu'est-ce qu'il faut dire? Encadre? Oui. Accompagne. Et pourquoi baliser n'est-il pas bon? C'est pas un belgicisme? Non. Je voulais savoir. D'un côté, vous allez voir, je vais vous citer les deux. Non, d'un côté, il y a, vous allez voir, enfin je termine ma phrase comme ça vous allez comprendre. Donc ces 2 villes qui, selon moi, balisent l'existence chaotique de Gérard Prévost, Binche, où il est né le 2 septembre 1921, et Ostende, et puis je vais continuer. Donc voilà, donc il y en a un côté, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait d'un côté Binche, et de l'autre côté, pour moi, c'est tout à fait bon. C'est bon. Pour moi, de même. Pour toi, non. Oh oui, Mais meilleur spécialiste. Jean-Baptiste, c'est un terme aéronautique, c'est des balises sur le tarmac pour permettre sur un terminal de marine aussi. Donc si tu maintiens cette idée-là... Je maintiens l'idée que, parce que vous allez voir dans ma communication, Binche et Ostende... Non, le verbe, lui utilise le verbe. Oui, mais le verbe balisé. Mais dans ma communication, c'est important que Binche et Ostende soient les balises de son œuvre. Et de sa personne. Continue. Alors, puisque vous êtes tous d'accord, je continue. Binche, où il est né le 2 septembre 1921, et Ostende, où il s'était comme replié à la fin de sa vie, avant d'être victime d'un coma diabétique, d'être transporté d'urgence dans un hôpital de l'agglomération bruxelloise et d'y mourir quelques jours plus tard, le 12 novembre 1975. 54 ans. Un âge à peine adulte. L'âge des illusions en train de se perdre et d'aller buter contre le mur infranchissable du destin. On ne se refait plus à cet âge. On piétine, on succombe, et on finit même par s'oublier, par oublier les raisons pour lesquelles on s'est, des décennies plus tôt, abandonné à une vocation. Dans Fragment d'un journal, un texte toujours inédit, Gérard Prévost a noté en date du 30 novembre 1974 « Ce n'est pas un hasard si je me retrouve aujourd'hui les mains vides sous la digue d'Ostende. C'est même le contraire du hasard. Mais pour retracer cet itinéraire et exprimer, comme on dit, les tenants et les aboutissants, il faut remonter loin, à l'enfance. C'est dans l'enfance, et sans doute, et sûrement bien avant la conscience, que s'est jouée la plus haute part de ma vie, la réponse à une vocation d'écriture. Cette vocation d'écriture est en réalité le fabuleux héritage de sa grand-mère paternelle. Ma grand-mère, écrit-il toujours dans ce fragment dans le journal, tu es né le 13 août 1860 et tu mourras quand je mourrai, pas avant. Gérard Prévost lui doit sa passion de la musique, qui ne le quittera jamais, et celle de la poésie dans laquelle il se jette à l'âge de 8 ans
et dont il prend conscience très tôt qu'elle est et qu'elle sera sa respiration naturelle, son seul viatique. Il n'a donc que 20 ans, en effet, en 1941, quand, alors que la Belgique est occupée par l'armée allemande, il édite une plaquette à compte d'auteur, la première symphonie. Le titre d'ailleurs musical n'est certainement pas un hasard. Il n'a ni l'occasion ni les moyens de le faire connaître. Il prend le maquis et rejoint bientôt un petit groupe de résistants près de la Louvière, jusqu'au jour où la milice vient l'arrêter dans la ferme où il s'est caché. Et il apprend avec horreur qu'il était dénoncé par la femme qu'il aime. La blessure est terrible, irréparable. Il est incarcéré à la prison de Mons, là où, en octobre 1873, Paul Verlaine a été écroué et où il a écrit l'essentiel de sagesse, qui ne sera publié qu'en 1881. À la Libération, Gérard Prévost est déjà un homme brisé, mais il n'a pas cessé d'écrire et de dire ses blessures à travers ses poèmes. Il les cisèle, les calligraphie à l'encre noire, des dessins magnifiques dont les formes entremêlées seraient les lettres de l'alphabet et la ponctuation. Mais comment vivre, comment survivre avec cette vocation d'écriture? Il arrive à Bruxelles, se présente à la rédaction de plusieurs journaux, finit par travailler d'abord pour Le Peuple, d'obédience socialiste, puis pour La Cité, d'obédience sociale chrétienne. Peu lui importe, la politique, ce n'est pas son affaire. Et de toute façon, les articles qu'il donne sont consacrés à la musique, la poésie, le roman et le théâtre vers lequel il se sent de plus en plus attiré et qui lui permet de rencontrer des dramaturges de sa génération tels que Charles Bertin, Georges Sillon, Jean Sigrid, Jean Mogin ou José-André Lacour. En même temps, il accepte de collaborer à ce qu'on n'appelle pas encore une agence de publicité, mais qui en constitue une, et où il devient la personne chargée de concevoir des formules verbales criantes destinées à la promotion d'un savon, d'une crème de beauté, d'un sous-vêtement. Entre deux slogans, il collabore aussi à des revues littéraires, le Tirs par exemple, et sans relâche continue d'écrire des poèmes. En 1948, il devient le secrétaire de rédaction d'une nouvelle maison d'édition dirigée par Herman van den Riche, L'Écran du Monde. Alors j'ai cherché en vain qui était cet Herman van den Riche. J'ai sonné pas mal de portes, ne serait-ce qu'aux archives du musée de la littérature. Mais personne n'est capable de me répondre, de me dire qui est ce monsieur. Ce qu'il a fait, comment il est arrivé à s'occuper de cette maison d'édition, c'est ça. Je n'ai absolument aucun renseignement. Si vous en avez, j'aimerais bien le savoir, ne serait-ce que pour compléter ma petite communication. Alors, l'Écran du Monde publie une vingtaine de livres, a publié une vingtaine de livres, dus pour la plupart à des auteurs belges, Max Deauville. Je me rends compte que j'ai fait une faute, j'ai mis Beauville, Max Deauville, Robert Goffin, Marie de Vivier, qui était, comme vous le savez, la compagne de Dore de Bayon, André Villers, André Viatour. L'Écran du Monde publie également la revue trimestrielle Empreinte, 10 numéros au total, dont des numéros spéciaux consacrés à Stéphane Mallarmé et à Jean Cocteau, dont j'ai cru comprendre qu'il était un proche de Herman van den Riche. Cocteau, à l'époque, était encore un jeune homme, quasiment. Le comité de rédaction comprend, entre autres, Edmond Vorezen, Roger Bodard, Edmond van der Kam, Adrien Jans et Robert Goffin, tous de futurs membres de notre Académie royale de langue
et littérature française de Belgique. Une clique de médiocres, me répétera souvent Gérard Prévost, quand il n'utilisera pas à leur égard des termes d'imbéciles et de crétins. C'est tout naturellement à l'enseigne de l'écran du Monde qu'il fait paraître son deuxième recueil de vers, Récital. On est toujours dans la notion de musique, là. Juste 10 ans après le premier recueil, qui obtiendra le prix Pollack de l'Académie en 1952. Maigre consolation, comme le dit le poncif, car déjà l'aventure de cette maison d'édition a capoté et qu'entre lui, Gérard Prévost, et le petit Landerneau national, le fossé s'est creusé et s'apparente déjà à un gouffre. Gérard Prévost s'y sent mal, très mal, et ce malaise le conduit à avoir des comportements bizarres, incontrôlables, inattendus, inadmissibles. Il insulte en public Roger Godard lors d'une séance des Midis de la Poésie, traite Adrien Gence de tous les noms d'oiseaux à la sortie d'un concert du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, et tente même, en compagnie d'André Viatour, de mettre le feu à une librairie, la Galerie Bortier, sous prétexte qu'elle ne débite que de la merde. Et tandis que la plupart de ses collègues, j'ai mis ça en italique, puisqu'il faut bien les nommer ainsi, commencent à occuper des postes en vue, il est, lui, obligé de vivre d'expédients et d'habiter une misérable mansarde aux environs de la gare Léopold. Il se montre ombrageux, imprévisible, un jour doux comme un agneau et d'une gentillesse extrême, un autre farceur et rigolo, un autre encore méchant et odieux. On l'évite, on change de trottoir dès qu'on voit sa silhouette rôder dans la rue. Rien ne va plus. En 1953, il publie pourtant à Bruxelles son troisième recueil, Architecture contemporaine, où, visionnaire, voyant, il écrit qu'il a, je le cite, un avenir de solitude dans la plume. Le livre lui vaut des félicitations enthousiastes d'un de ses cadets, Hubert Join, originaire de la province de Luxembourg. Il est né à Athus en 1926. Les deux hommes se lient d'amitié et Hubert Join incite rapidement Gérard Prévost à venir s'installer à Paris, où il s'est lui-même établi en 1951. Et voilà le Binchois plongé désormais au sein du fameux carnaval éditorial et littéraire de la Ville Lumière, avec pour tout bagage des piles de poèmes, des ébauches de romans, des actes de pièces de théâtre. Hubert Join l'introduit chez divers éditeurs et le met en rapport avec Pierre Segers et Robert Canters, qui est belge lui aussi, et qui est le directeur littéraire de Noël, où il a fondé en 1954 la collection Présence du futur. Grâce à eux, Gérard Prévost publie 4 livres, 2 recueils poétiques, Danger de mort, chez Segers en 1954, et Ordre du jour, toujours chez Segers, l'année suivante, et 2 romans, La race des grands cadavres, chez De Noël en 1956, et Le chemin de Porquerolles, toujours chez De Noël en 1957. Dans ce dernier, il vit de certaines de ses querelles par héros interposés, le musicien Martin Roche, qui possède tous les complexes du génie méconnu. La presse est bonne, tout comme le bouche à oreille dans sa tournée habituelle aux 4 coins de Saint-Germain-des-Prés. Jean Paulhan, le Manitou des éditions Gallimard, découvre ainsi l'existence de Gérard Prévost.
Il le convoque dans son bureau seigneurial, rue Sébastien Bottin, et au terme d'une très brève rencontre, lui propose d'être un lecteur de la maison. Difficile de refuser, même si cela ne rapporte que les mitrailles. Parallèlement, Robert Cantex, qui a le bras long, fait entrer Gérard Prévost aux éditions de la Seine, lesquelles n'ont pas pignon sur rue et ne commercialisent que des romans populaires, et en particulier des romans de gangsters écrits par divers écrivains, dont Françoise d'Aubonne, Henri Cartigny, André Duquesne, l'humoriste Jean Charles. Tous signés du même pseudonyme, Diego Michigan. Gérard Prévost en commet 3 ou 4, canailles, mais pas trop. L'un d'entre eux, Pas de fantômes sans fumée, publié en 1955, se déroule en Belgique, en particulier à Ohain, à Waterloo et à Bruxelles. C'est un des 8 titres de la collection Rafale, dont le slogan est des plus explicites: émotions fortes, poursuites éperdues, coups de théâtre et coups de feu, des tueurs implacables, d'étranges filles, tout un monde prodigieusement grouillant de vie et souvent mystérieux. Ainsi, Gérard Prévost a de quoi subsister, de quoi s'offrir des bières pression et des calvas, des défonces inoffensives, estime-t-il, comme pour narguer son diabète. Toutefois, ce qui le marque le plus à cette période de sa vie, c'est assurément sa rencontre avec Dominique Vazeille, romancière chef de Noël, soutenue par Robert Cantex, quelque chose comme le télescopage de 2 solitudes, de 2 fêlures. Ensemble, ils s'installent dans un minuscule appartement du boulevard Saint-Jacques, et c'est là que Gérard Prévost écrit son 6e recueil de poèmes, Élégie dans un square décapité, ainsi que toute une série d'études littéraires et d'articles pour la presse française et belge. Dans le lot, il y en a plusieurs sur l'œuvre et la personnalité de Franz Hellens, auquel il rend régulièrement visite à la Selle Saint-Cloud. Parmi ses relations, ses admirations figurent également 2 poètes, André Fresneau et Norge, dont il envisage de publier une monographie pour la collection Poètes d'aujourd'hui. Ce projet n'aboutit pas, parce que Jean Mogin, son fils, ce connard, s'y est opposé, me dira Gérard Prévost. Boulevard Saint-Jacques, Gérard Prévost achève aussi, en 1958, sa première pièce de théâtre, La Nouvelle Eurydice. Alors ça, je m'en suis rendu compte après coup. Figurez-vous que La Nouvelle Eurydice, qui a été créée à Bruxelles, est également le titre du premier roman de Marguerite Yourcenar. Je ne sais pas comment on a pu à l'époque accepter ce doublon. C'est très bizarre. Enfin, voilà. Et il n'a jamais eu de problème, de souci. Il m'en a personnellement jamais parlé que ce titre existait déjà. Moi, j'ai découvert ça assez tard. Créé le 8 décembre au Théâtre expérimental de la Cambre, à Bruxelles, dans une mise en scène de Paul Henrieux. L'année suivante, cette pièce reçoit une récompense bien dotée, le prix triennal de littérature dramatique décerné par le gouvernement belge, ainsi que le prix Malpertuis de notre Académie. Des aides financières d'autant plus appréciées que Dominique Vazeille et lui tirent le diable par la queue. Qui plus est, en avril 1960, ils sont expulsés de leur appartement du boulevard Saint-Jacques. Sur ces entrefaites, Gallimard édite Europe maigre, le 7e recueil de poèmes de Gérard Prévost, que vient couronner une autre distinction importante, le prix Gérard de Nerval en 1961. Pour une fois, le destin, d'ordinaire si injuste et si versatile, et qui se manifeste toujours par le plus grand des hasards, le destin ne s'est pas trompé de cible. Avec Rainer Maria Rilke, Gérard
de Nerval, le ténébreux, le veuf, l'inconsolé Gérard de Nerval, ce prince d'Aquitaine, Gérard de Nerval, est en effet le poète préféré de Gérard Prévost, son dieu littéraire, tout comme Mozart est son dieu musical. Dans les Oyas, une des trois nouvelles de la Nuit du Nord, le narrateur dialogue avec un mélomane qui demande quel est le meilleur musicien. Après avoir hésité un court instant, il répond Mozart. Pourquoi cette hésitation? Parce qu'il y a Bach au fond comme une montagne, dit le narrateur. Puis il ajoute parce que Mozart est le flûtiste devant la montagne. Dans son itinéraire poétique, Europe maigre constitue une sorte d'aboutissement et est, sans conteste, une de ses œuvres les plus denses et les plus amères. De ce fait, on peut comprendre pourquoi, durant les années qui suivront, il va quelque peu délaisser la poésie pure et écrire principalement des œuvres de fiction et des pièces de théâtre. En 1962, il publie chez Calman Levy un prix Nobel, l'autopsie d'un personnage de bienfaiteur de l'humanité, Guillaume Laurent, et qui n'est peut-être pas aussi bienfaiteur qu'on le pense, et dont on se demande s'il n'a pas eu une double vie. Gérard Prévost termine ensuite sa pièce La mise à mort, que joue le Centre dramatique de Wallonie en avril 1964, dans une mise en scène du fidèle Paul Henrieux. Paul Henrieux qui était communiste, ce que n'était pas du tout Gérard, mais ils avaient une grande amitié entre eux, communiste très engagé d'ailleurs, et très militant. Et il termine également Guillaume Fischer, que diffuse France Culture 5 mois plus tard dans l'émission Carte Blanche, le rôle-titre étant interprété par l'acteur Jean Topard, une des voix les plus immédiatement reconnaissables de la radio. Au cours de ces années 1960, Gérard Prévost adopte par ailleurs le pseudonyme de Francis Murphy pour signer au Fleuve Noir plusieurs romans populaires, Pour l'amour d'Olivia, La jeune fille de Ruthenberg et Les tambours de Binche, où il met en scène Marie de Hongrie, la sœur de Charles Quint, née à Bruxelles et résidente à Binche, cité alors fastueuse, entourée de remparts, avec sa fille adoptive Gisela, avant que celle-ci ne soit enlevée par Henri II, roi de France, le deuxième fils de François Ier. En 1961 paraît L'invité de Lorelai dans la collection Angoisse, qui est une collection de littérature populaire ouvrie au fantastique, du Fleuve Noir, un thriller mystérieux se déroulant dans un vieux domaine perdu ancré au milieu des dunes du Jutland, où le temps est comme aboli et où ne vient jamais personne. Cependant, dans l'intervalle, en avril 1965, Dominique Vazeille a quitté Gérard Prévost et l'a laissé avec l'atroce et douloureuse certitude qu'il a une nouvelle fois été trahi. C'est le point de départ de ce qu'il appellera sa chute, une descente terrible au bout de la nuit, aggravée par de fréquentes maladies, des périodes d'insomnie, des vertiges. Il se réfugie au rez-de-chaussée d'un immeuble donnant sur une cour, rue Saint-Romain, qui doit son nom à Romain Rodeyer, prieur de l'abbaye de Saint-Germain, prend-on dans le troisième chat une nouvelle de son recueil, celui qui venait de partout. Un appartement à peine plus grand qu'une cellule. Il se rend compte petit à petit que sa vocation d'écriture a changé de cap. J'étais poète avant de savoir ce que c'était, notera-t-il dans Fragment d'un journal le 4 décembre 1974. Je n'ai retrouvé cet état dans la prose qu'à partir du moment où j'ai laissé tomber le fatras réaliste et psychologique pour m'aventurer vers le fantastique. Étrangement, j'ai compris alors que je m'en étais depuis longtemps, depuis l'enfance nourrie.
tandis que la poésie est née avec la vie, bien avant la première blessure, le fantastique, pour naître, a attendu le premier instant de grande crise, en parenthèse Dominique. La poésie naît de rien, le fantastique naît du vide. En septembre 1969, après avoir été engagé aux éditions Marabout, j'ai eu l'heureuse possibilité de lancer plusieurs nouvelles collections de littérature dite de genre, dont une consacrée à la littérature fantastique et une autre à la littérature de science-fiction. Je m'étais appuyé sur deux constatations, deux évidences éditoriales. La première, des collections de ce type n'existaient pas chez nos principaux concurrents français, dans le secteur encore très peu encombré du livre de poche. La seconde constatation, depuis de longues années, Marabout avait déjà souvent édité du fantastique, aussi bien les grands classiques du genre, tels que Frankenstein de Mary Shelley, tous les contes d'Edgar Allan Poe ou Dracula de Bram Stoker, des titres régulièrement réimprimés, que des œuvres de fantastiqueurs belges de langue française, comme Jean Ray, Franz Hellens, Michel de Gelderode, Marcel Thierry ou Thomas Owen. Jean Ray était du reste un des auteurs phares de Marabout, et ses livres, les 25 meilleures histoires noires et fantastiques, Malpertuis, Le Carrousel des Maléfices, Les Contes du Whisky, ou les volumes recoupant les aventures de Harry Dixon, étaient tous des best-sellers. Et là-dessus, armé d'une irrépressible envie de bien faire les choses, je suis allé à la chasse au surnaturel pour alimenter ces deux nouvelles collections, que ce soit à travers des rééditions ou par des inédits. J'ai notamment pris contact avec Thomas Owen. J'insiste sur le fait que Thomas Owen insistait sur le fait qu'il s'appelait Thomas Owen et non pas Thomas Owen, comme tout le monde le disait et continue de le dire aujourd'hui. Que Thomas Owen, il n'écrivait plus guère de fiction en cette réponse, et j'ai eu l'idée de créer le prix Jean Ray, destiné à couronner une œuvre fantastique inédite d'un auteur francophone. Il y en a eu 6 au total. Dans mes démarches, j'ai aussi pris contact avec Hubert Join. Je savais grand spécialiste de littérature fantastique et donc j'avais aimé l'anthologie Récits fantastiques et contes macabres publiée en 1965 au livre Club du libraire. Lors d'une conversation au téléphone, il m'a parlé d'un de ses amis écrivains, Gérard Prévost, qui, coïncidence frappante, était justement en train de mettre la dernière main à un ensemble de contes étranges et qui, à en croire, possédait un talent immense. Gérard Prévost, un nom que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais entendu et que j'avais presque oublié lorsque, vers Noël, ma secrétaire a déposé sur mon bureau un manuscrit venant de Paris et signé Gérard Prévost, Les Contes de la mer du Nord. Je me suis alors souvenu ce qu'Hubert Join m'avait dit de lui et je me suis empressé d'ouvrir ce manuscrit comme s'il y avait là, à cet instant, une nécessité impérieuse. J'ai tout de suite pris conscience, à la lecture du premier des 21 contes du recueil, que l'homme qui l'avait écrit ne pouvait être qu'un auteur hanté, quelqu'un qui vous saisit immédiatement à bras le corps et vous révèle, sans coup férir, vos propres inquiétudes et vos émois les plus profonds. Quelques semaines plus tard, Gérard Prévost était en chair et en os devant moi, quai Fernand de Metz, le long du canal à Anderlecht. Un drôle de décor, un drôle d'endroit pour une maison d'édition. La maison du canal, selon le mot de Jacques Sternberg, paraphrasant le titre d'un roman de Georges Simenon. Jacques Sternberg, que j'ai connu à la même époque et dont j'ai publié Univers Zéro en 1970 et Les Contes glacés en 1974, illustrés par Roland Topor.
En tout cas, un endroit, pas de quoi inspirer une vocation d'écriture lumineuse. J'ai dit Gérard Prévost en chair et en os. J'aurais mieux fait de vous dire en chair tout court, car dès que je l'ai vu, j'ai été frappé par son physique disgracieux, sa rondeur, son souffle saccadé, et par le fait qu'il transpirait beaucoup, qu'il n'arrêtait pas, à l'aide d'un mouchoir roulé en boule, de s'éponger le front et les tempes. J'ai également été frappé par sa vilaine dentition. Il m'a demandé s'il pouvait fumer. J'étais fumeur moi aussi, et je lui ai tendu mon paquet de gitane. Il a eu un geste de refus et a retiré d'une de ses poches de son veston une boîte métallique remplie de cigarettes roulées dans du papier maïs. Il en a pris une, l'a allumée avec un criquet à gaz. Question bête et convenue. Est-ce que vous avez fait bon voyage? Je ne sais plus ce qu'il m'a répondu. J'ai en revanche le souvenir que cette première rencontre a été formelle. Comme j'avais coché ça et là certaines lignes de son manuscrit, soit qu'elles me paraissaient impropres, soit qu'elles contenaient une scorie, nous avons passé, Gérard Prévost et moi, un petit moment à les examiner de près. Le monde à l'envers. J'étais un novice et je jouais au maître. Il était déjà un vieux de la vieille dans le paysage littéraire et il acceptait sans broncher le rôle déférent de l'élève modèle. C'était complètement ridicule, tant son style est souple et ondoyant. Je me rappelle, après avoir relevé 3 génitifs qui se succédaient malencontreusement dans une seule et même phrase, et il l'a corrigé aussitôt avec un beau Waterman, docile, conciliant, presque bonasse. Après quoi, je lui ai fait savoir que le titre qu'il avait choisi ne me plaisait guère et que je souhaitais vivement qu'on le change. Il n'a pas davantage bronché, très vite, il a accepté que son livre s'intitule « Le démon de février », le titre d'un des 21 contes du recueil. Puis je lui ai parlé du contrat, une aumône en guise d'avaloir, ce qui était la coutume chez Marabout, André Gérard le patron et Jean-Jacques Skellens, le directeur littéraire, s'entendant à merveille sur ce point, pour considérer les auteurs, quels qu'ils soient, comme de simples fournisseurs. De nouveau, Gérard Prévost n'a pas bronché, et nous avons fini par prendre congé l'un de l'autre. Je ne sais plus non plus combien de temps a duré notre première rencontre et quelle heure il était lorsque Gérard Prévost s'est éclipsé de mon bureau. Peut-être l'heure du déjeuner. De toute manière, je n'avais pas le droit de l'inviter au restaurant, un de nos fournisseurs sur le compte de Marabout. Si on voulait se régaler, il n'y avait qu'une adresse à Anderlecht, chez Marcel, rue Royer, le plus belge des restaurants belges, le carrefour de la gouaille bruxelloise et de l'aristocratie gastronomique, ou inversement de la gastronomie aristocratique. Des plats succulents, mais très coûteux, inabordables pour le commun des employés de Marabout. J'y ai mis les pieds une seule fois avec Jacques Sternberg, qui avait lu une interview de Marcel, le patron de ce restaurant, dans Playboy, figurez-vous, et constaté que la distance séparant la maison du canal quai Fernand de Metz de la rue Royer n'était que de 300 mètres. Qu'est-ce que nous avons dégusté? La selle d'agneau aux 11 légumes frais, une des spécialités de la maison, je vous avoue que je ne sais plus. Au cours des mois qui ont suivi, jusqu'à la parution du Démon de février, nous avons, Gérard Prévost et moi, échangé de nombreuses lettres et nous nous sommes souvent revus, le plus souvent à Paris, où je me rendais dans le cadre de mon travail de directeur de collection et où il occupait toujours son antre rue Saint-Romain. Il n'était jamais heureux
il avait noué une curieuse relation avec une femme d'origine slave, prénommée Flora, qu'il m'a présentée un jour et qui habitait à 2 pas de chez lui, rue Vanneau. Ils formaient un couple bizarre, comme en conflit perpétuel. Jusque-là, Gérard Prévost était d'abord et avant tout un des auteurs de la maison d'édition où je travaillais. Mais insensiblement, et il a commencé à devenir un ami, un complice. Nous parlions la même langue, non seulement à propos de littérature, mais aussi à propos de tout et de rien, ce qui est le signe le plus patent et le plus naturel d'une authentique amitié, différence d'âge ou pas. De tout et de rien. Le tout peut confiner au sublime, frôler les sommets de la transcendance, le rien avec ses petits riens, ses menus frettins, son train-train bon enfant, ce verre de Beaujolais dégusté à l'angle d'un zinc, son œuf dur de mayonnaise au buffet d'une gare, sa choucroute ou ce gigot de mouton, les jours un peu fastes. Le tout qui conduit à Dieu, le rien avec sa cavalcade ininterrompue de joie et de peine, d'exaltation et de mots, ceux que Gérard Prévost endurait de plus en plus et qui étaient les seuls de ses secrets envers moi. Grâce à cette amitié, j'ai partagé l'aventure de chacun des livres de Gérard Prévost, ceux publiés par mes soins chez Marabout et ceux édités par Robert Morel, vers lequel je l'avais dirigé en 1971, donc il y a déjà plus de 50 ans, et qui a édité Robert Morel, qui a édité La Fouille, excusez-moi, La Fouille, et L'Empan en 1973, 2 romans que je qualifierais de psychologiques et où fourmillent les références à la littérature et à la musique. Mozart camoufle Mozart, pour le dire comme il le dit dans L'Empan. La beauté cache toujours la beauté. Même s'il écrivait dans une sorte de fièvre, comme pressé d'écrire pour ses démons, pressé par ses démons intérieurs, si ce n'est dans une sorte d'état second, Gérard Prévost était capable de se moquer de lui-même, d'ironiser sur son travail et de s'imposer d'amusants défis. Par exemple, partir de quelques mots prononcés au hasard dans une conversation pour composer tout un conte, ou en rédiger un après avoir lu une phrase anodine dans un journal. C'est le cas de La valse interdite, dont l'incipit, je ne sais jamais si on disait l'incipit, oui, bon. dont l'incipit est tiré d'une phrase du Figaro. Il n'est pas rare que les parents interrogent leurs enfants sur l'avenir auquel ils les destinent, et il n'est pas rare non plus que cet avenir soit très éloigné de celui qu'ils s'étaient pourtant eux-mêmes choisi. C'est la première phrase du conte. D'ailleurs, il aimait bien être aiguillonné. Il était toujours content lorsque je le poussais à inventer des histoires sur la base d'une idée qui avait jailli dans mon esprit, ou d'un thème dont je lui fournissais l'esquisse. En automne 1974, au terme d'une nouvelle et pénible crise sentimentale, Gérard Prévost décidait de ne plus rester à Paris et de retourner en Belgique, stimulé par le succès des 3 recueils de contes fantastiques, Le Démon de février, Celui qui venait de partout et La Nuit du Nord, paru chez Marabout. La presse belge était en outre unanime pour le saluer, et quelques-uns de ses anciens compagnons de l'écran du Monde en avaient publiquement dit le plus grand bien. Mais il n'était pas dupe. Il est traité de faux derche, une ritournelle qu'il m'a chantée à d'innombrables reprises, et dont j'ai eu du mal, je ne me cache pas, sur le moment même, à mesurer l'exacte portée.
Tout ce que je sais, c'est que à cette époque, j'avais tendance à m'associer au jugement à l'emporte-pièce de Gérard Prévost et à considérer cette bande de faux-derches, entre-temps devenus presque tous des membres de notre académie, comme des auteurs dénués de tout intérêt. Un des seuls qu'il épargnait et auquel il vouait une réelle admiration, mais sans partager ses opinions politiques, était Marcel Thierry, poète d'envergure. Il tenait Toi qui pâlis pour Vancouver pour un véritable chef-d'œuvre. Rue de la Colline à Bruxelles. C'est là que Gérard Prévost s'est d'abord installé, un meublé que lui a déniché Jacques-Antoine, l'éditeur de l'Impromptu de Croix, le dernier recueil de poèmes de Gérard Prévost édité en 1972. Il m'a prétendu que ce meublé se trouvait au-dessus d'une taverne que fréquentait Charles Baudelaire, qui avait logé tout près, hôtel du Grand Miroir, rue de la Madeleine, en 1964 et 1965. Une taverne que je n'ai jamais réussi à identifier malgré mes recherches assidues. Je crois que de ton côté, tu n'y es pas parvenu. Je n'ai pas essayé, mais je pense pas. Quoi? Je n'ai pas essayé en ce qui me Non. Cette taverne, rue de la Colline, le numéro, enfin je peux... Rue de la Montagne. Oui, mais la rue de la Montagne, c'est là que se trouvait le Grand Miroir. Mais rue de la Colline, c'est la petite rue qui mène directement à la Grand Place. C'est une petite rue d'affaires 50 mètres maximum, et où se trouve une des sorties, la galerie, pas Bortier, la galerie, je ne sais plus comment ça s'appelle. Une nouvelle galerie. Quoi? Oui. Tu te rappelles, il y avait un cinéma quand j'étais gamin, il y avait un cinéma là. D'ailleurs, à l'intérieur, on voit que c'est un cinéma. Ben, c'était juste là, juste à cet endroit. Mais il n'y a pas duré longtemps, et au bout de 3 mois, il a gagné au stand et a loué un appartement situé sur la digue, face à la mer du Nord. Il avait par chance les moyens de le payer grâce à une mensualité que lui versait Marabout pour la rédaction d'un cycle de romans de science-fiction pour la jeunesse, Les aventures de Dan Double, qu'il devait signer Rhett Porte. Il n'a pas pu s'empêcher de les farcir d'allusions à des situations ou des événements de sa vie personnelle. Il a ainsi baptisé Flora, qui était le prénom de sa dernière compagne, une sinistre planète hostile à la Terre, et également, attendez que je ne sais plus me dire là. Oui, c'est ça, donc, et c'était ce que j'essaie de dire ici, c'était chez lui dans une sorte d'action qui dissimulait une sorte de catharsis en quelque sorte. Flora, d'ailleurs, est pareillement l'abominable créature d'une de ses dernières nouvelles fantastiques qui s'appelle La Louve de la rue Vadon. Il a toujours, pour moi, aujourd'hui encore, une énigme, Gérard Prévost. À moins que ce ne soit une folie, Gérard Prévost, assez comparable à la folie Charles Baudelaire dont a parlé Sainte-Beuve. Plus sa santé décline, plus il est mal dans sa chair, plus il noircit des pages, et plus il tape à la machine. Je suis devenu volontairement une machine à écrire, note-t-il, dans son fragment d'un journal du 12 décembre 1974. En une année et demie, ce sont un long poème en vers, La rue perdue, un autre poème plus court, mais au titre en prose et au titre révélateur, Aurélia 75, qui traduit son éternel attachement à Gérard de Nerval. Un roman d'inspiration autobiographique, Le point de chute, que Jacques-Antoine éditera en 1986. Une pièce de théâtre, Lolus, toujours inédite. Son 4e recueil de contes fantastiques, Le spectre large. Et depuis le 30 septembre,
la rédaction des fragments d'un journal où d'emblée il déclare « Entre l'enfant et le spectre, il ne s'est rien passé pour moi que des histoires d'hommes. Je veux dire, de longs efforts très vrais pour le couple. » En parenthèse, Dominique, Flora. Et vers le bonheur. Je ne dis pas que j'étais maudit. Je dis que je n'étais pas fait pour ça. Je suis fait pour écrire et pour respirer au fond de la mer du Nord. Le 1er janvier 1975, il note encore « Ce qui m'enchante dans le fantastique, c'est qu'il régente le réel, qui lui donne un air acceptable. » Moi, je me rends au bord de la mer du Nord à un intervalle régulier et nous continuons de bavarder ensemble de tout et de rien. Dans sa bouche, tout s'appelle à présent Dieu. Tout s'appelle à présent Dieu, et rien, les riens, ce sont les chants, les articles consacrés à ses livres, des interviews qu'il accorde, le courrier qu'on lui adresse au bord de Bonsoir Marabout, les croquettes aux crevettes et des anguilles au verre, de la Minque, les gueuses, les blanches, les échecs qu'il joue avec un locataire de l'immeuble où il habite, qui ne parle pas un mot de français. Il en maîtrise les mille et une subtilités comme un champion international. Je pourrais battre Karpov, me dit-il un jour, le poing dressé. Sans oublier un copieux catalogue de rien, dans le copieux catalogue, la jante littéraire belge. La jante littéraire belge, pas la jante. C'est une erreur que l'on fait. L'agent littéraire belge, comme contre laquelle il n'arrête pas ses vitupérations, nées variatures, toujours aussi insultantes. Je les guillonne toujours. Les dimanches après-midi, un dimanche après-midi, nous sommes assis à la terrasse d'un café, place d'Armes, le cœur touristique d'Ostende, et nous nous demandons quel sera le titre du recueil de contes qu'il est en train d'achever. On passe en revue les titres singuliers de chacun d'entre eux, mais aucun ne m'emballe véritablement. Mort à marée haute, la fiancée de l'écluse, la putain bleue, le temps se casse à chaque instant, la balançoire, etc. À un moment donné, Gérard Prévost, qui vide une chope de bière blonde que la médecine lui interdit de boire, sort de sa poche une boîte de médicaments et la dépose sur la table. D'un geste machinal, sans trop savoir pourquoi, sans réfléchir, je m'empare de cette boîte et lis dessus les mots, des mots écrits en grand, médicaments au spectre large. Médicaments au spectre large. Je lui dis, je sursaute et je lui dis, voilà, on a trouvé le titre de ton prochain recueil. Et il l'accepte, évidemment. Il écarquille les yeux et m'assure que c'est formidable, mais qu'il lui faut encore écrire le conte portant ce titre. Ça y est, ce sera chose faite en réalité, l'affaire de quelques jours à peine, puisque le vendredi suivant, je reçois dans mon courrier le conte en question, tapé à la machine, sans la moindre rature. Avant de le découvrir, il me vient à l'esprit que son intrigue doit se dérouler à Ostende, une ville selon son cœur, où les enfants et les spectres sont chez eux, c'est ce qu'il écrit. Une ville selon mon cœur, où les enfants et les spectres sont chez eux, c'est magnifique. Et peut-être aux environs de la place de l'Arme, et bientôt, non, ce n'est pas le cas. Ce médicament spectre large, il n'en est pas question.
Elle a pour cadre une localité du département du Nord de la France, Noord-Peene, que je ne connais pas, près de Cassel, et raconte comment une certaine Constance tombe, au sens précis du terme, prisonnière de la nuit. Les jours se succèdent, excusez-moi, je me sens assez ému en vous disant tout ça. Les jours se succèdent, tour à tour calme et triste. La folie veille. Gérard Prévost est particulièrement conscient de sa chute irrémédiable. Et pourtant, il poursuit sa tâche d'écrivain. Il va mettre jusqu'à établir en bonne et due forme, il va même jusqu'à établir en bonne et due forme les minutieux horaires et des plans de travail auxquels il veille en bon professionnel à ne pas déroger. En avril 1975 se produit un ultime miracle. Une femme beaucoup plus jeune que lui, entre soudain dans sa vie, et le destin imprévisible dans ses sautes d'humeur veut qu'elle se prénomme Dominique. Le 4 mai, il note dans son journal « Dimanche matin, je me surprends à être heureux et je me suis interrogé là-dessus, mais je n'ai pas pu répondre. Je me rends compte que cette absence de réponse est la source même du bonheur bruyant et lourd. » Il achève quelques jours plus tard son roman « Le point de chute », qui se termine par ces mots révélateurs. Le point de chute est le seul point de rencontre avec soi-même. Tout lieu de mort, ainsi, se transfigure en lieu de renaissance. Car sous la pierre, il y a Dieu. J'ai du mal à lire la fin. J'ai l'impression qu'il est à devant. Tu veux pas lire la fin? Bien sûr. Okay. Je pense souvent à Gérard Prévost, un grand écrivain, injustement, scandaleusement méconnu, un écrivain racé, un écrivain pur. Il m'arrive parfois de me demander s'il n'avait pas de plein gré programmé sa fin, et si, dès le moment crucial où il a entrepris d'écrire ses vertigineux contes et nouvelles fantastiques, 57 au total, il n'est pas mort, comme le personnage de La Buée, dans les contes du démon de février, c'est-à-dire, pour reprendre les mots, je cite donc, mort de cette mort prématurée et ambiguë qu'est la vie. Voilà, merci.